Archi. Bonjour et bienvenue dans Archi Urbain, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme à Bruxelles. Je suis aujourd'hui dans le quartier européen en compagnie de Pierre du bureau Art & Build. Pierre, tu vas me faire peur aujourd'hui. Alors, Pierre vient de m'annoncer qu'il avait l'intention de raser l'entièreté du quartier européen, sauf le parc dans lequel on est. C'est bien. Tu es donc écologique, Pierre. Je ne suis pas écologique en tant que tel. Je crois que ce qui est important, c'est de définir un projet de ville, un projet de quartier et une identité européenne forte. Alors, dans le sens de cette identité européenne, on se pose la question du bien fondé d'une capitale européenne. Exactement. Donc, on a la volonté, Bruxelles a la volonté d'être une capitale européenne. Or, on construit petitement, on construit des choses qui ne ressemblent pas à grand-chose, mais on construit surtout une ville où les Européens n'ont pas de lieu de rencontre, de lieu à s'approprier, etc. Ils font un peu ce qu'on appelait dans le temps le métro boulot dodo. Ici, on sort de sa voiture pour entrer dans un métro, on sort du métro pour s'asseoir sur sa chaise de bureau et inversement le soir. Or, toi, tu proposes quelque chose où il fait bon vivre. Donc aujourd'hui, comme tu l'exprimes, les eurocrates quittent leur bureau, prennent le couloir, du couloir l'ascenseur, l'ascenseur le métro la voiture. Et donc ils passent incessamment leur temps dans des lieux de vitesse. Il n'y a pas de lieu de rencontre, de lieu de vie ou d'activité. Je trouve ça intéressant le principe du lieu de vitesse à mettre à côté du lieu de rencontre, où l'on peut s'arrêter, discuter, etc. Et alors, donc, ce quartier européen dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui est un lieu fermé, est un lieu clos, aux façades opaques. Et donc l'idée est bien de dire on détruit la plupart de ces immeubles, on crée un grand agora, par exemple, entre le parc Orban entre le square Orban et le square de Meus. Et on garde évidemment les bâtiments qui ont une qualité architecturale remarquable. On ne va pas abîmer notre patrimoine. Il y en a mais peu. Il y en a peu. Et donc, ce n'est pas un problème. Et pour les autres, qu'est-ce qu'on fait? On les démolit et on crée un espace sur pilotis. C'est-à-dire qu'on se mettrait, par exemple, à construire au 4e ou 5e étage. En dessous de ces 4 et 5 premiers étages sont vides. Et dans ce volume se trouveront toutes les activités culturelles, théâtre, cinéma, toutes les activités commerciales, centres commerciaux, les activités de RECA et autres, qui devient un vrai lieu de rencontre, un vrai lieu de vie, transversal entre la rue de la Loi et la rue Béliard, c'est-à-dire qu'on traverse à travers. Et puis au-dessus d'une couverture de verre, vous avez les immeubles qui se prolongent, et qui sont les lieux où l'Europe est pensée, qui est le Thinking Europe, qui est l'endroit où les fonctionnaires travaillent et où les gens habitent. Donc on aura une mixité d'activités, tant professionnelles que de logements, que culturelles ou économiques au rez-de-chaussée. Donc, on a la culture au rez-de-chaussée, les lieux de rencontre au rez-de-chaussée, mais au-dessus, on n'a pas que des buildings, que des buildings de bureaux, je veux dire, comme maintenant dans le quartier européen. Absolument. On a un centre de vie. Donc c'est un peu le bâtiment multifonctionnel que tu... Ce sont peut-être des bâtiments multifonctionnels, mais ça peut être également des bâtiments, un immeuble de bureau, à côté un immeuble d'appartement, peu importe. Les gens ne se rencontreront pas dans les ascenseurs, mais ils se rencontreront quand ils quittent leur immeuble, ils se retrouvent dans cet espace commun qui est un espace de vie et de rencontre dans un lieu à l'abri de la pluie. Et donc c'est une pensée forte, c'est une pensée où l'Europe prend une identité puissante, un ancrage à Bruxelles dense et non pas un essaimage au travers de la capitale. C'est un lieu qui sera très fortement identifié comme étant une réponse possible à des villes nouvelles et à des process de vie nouveaux. C'est-à-dire que la manière dont nous travaillons aujourd'hui
n'est plus la même qu'il y a 5 ans ou Tout à 10 fait. ans. Notre manière d'exister non plus. Et je crois que les villes peuvent ou doivent se façonner à cette image. D'accord. Alors Pierre, nous avons quitté le parc. On est devant le Berlaymont. Il faut raser le Berlaymont aussi? Ah non, 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 ça on ne peut pas raser le Berlaymont parce que c'est un des symboles de l'Europe. Et donc il faut, dans toute ville ou dans toute communauté urbaine, garder les symboles ou les référents culturels auxquels on s'y attache. C'est essentiel, c'est ce qui fait notre stabilité également en termes de symboles, de démocratie et représentant les différents pouvoirs. Et je suis assez d'accord avec toi parce qu'on vient du rond-point Schuman et je te dis mais c'est incroyable, là il y avait un bâtiment, je ne sais même plus ce qu'il y a et tu me disais ben voilà, autant raser l'îlot de toute manière, de toute façon, c'est fait d'ailleurs. Il est rasé. Celui-là, oui, on ne sait même plus ce qu'il y avait avant. Mais par rapport à ton projet, ben, c'est juste un blocage psychologique que l'on pourrait se faire. Absolument, mais je crois que l'histoire est pleine de ce type de... Toutes les villes se sont régénérées en elles-mêmes. Et elles se régénèrent dans les lieux qui perdent justement cette identité culturelle, cette identité sociale, cette identité à la population. Or, le quartier européen, dans sa majeure partie, est un quartier fort décrié, est un quartier qui n'incite pas à l'affectif. Et donc, le raser pour le transfigurer complètement est dans la norme des choses. Ouais. Aussi simple que ça puisse être dit. Mais c'est vrai qu'il ne sert à rien, puisqu'il n'y a aucune vie là-bas. Il n'y a aucune vie. Ben voilà, donc il faut tout créer, donc ça, quelque part, ça ne pourrait pas être pire. Donc, c'est radical comme pensée, mais ce n'est pas faux. Mais je crois qu'il faut une pensée forte, une pensée simple, une pensée vraie, et à laquelle se dégage une volonté, un acte politique en fait, qui est une inscription forte des institutions européennes à Bruxelles. À l'époque, la volonté première était la suivante, c'était de transformer cette grosse américaine des années 70, 60-70, en petit Twingo apocatalytique. Et donc, ce bâtiment qui était une gabegie énergétique totale, un lieu qui était digne des prisons du Pyrénées où on se perdait, est devenu un lieu d'évidence, un lieu de clarté, un lieu à vivre de très grande qualité et incontestablement pour les occupants. Et en fait, toute la façade, qu'est-ce qu'elle est la façade? C'est un Gore-Tex. C'est-à-dire que c'est une peau perméable qui prend ou qui rejette la lumière et ou le soleil. Et donc c'est quelque chose qui est très subtil, très performant, dans la mesure où toutes ces ventelles sont mobiles. Pour l'instant, elles sont en forme incurvée vers l'avant. Et elles sont constituées, ces ventelles, de petits points blancs vers l'intérieur et de petits points noirs vers l'extérieur. Enfin, pour l'instant. En fait, la plupart du temps, c'est l'inverse. Parce que le bâtiment, quand les ventelles sont fermées, est blanc. Et en fait, il est séduit par l'aspect sculptural du bâtiment lorsqu'il était dans sa grande bâche blanche. Quand les ventelles sont fermées, il est de nouveau tout blanc et tout sculptural. Et donc, ces petites ventelles, ces petits points blancs et ces petits points noirs ont pour une fonction très évidente. D'une part, petite digression, l'œil fait trois choses. L'œil focalise des distances, il enregistre des contrastes et il bouge. Et dans l'enregistrement des contrastes, l'œil est très particulier parce qu'il prend comme point de référence le point de brillance le plus élevé dans son champ visuel. Et donc, ce qui signifie que lorsque vous avez des petits points noirs face à vous et que vous avez un paysage derrière qui est plus clair, l'œil passe à travers les petits points noirs et vous voyez le paysage légèrement grisé. Par contre, lorsque vous êtes face aux petits points blancs, c'est les points blancs qui ont la brillance la plus élevée et donc le regard s'arrête sur les points blancs et vous êtes protégé d'une vue qui irait vers l'intérieur. On a, comme c'est le cas aujourd'hui par temps gris ou par temps de pluie, jusqu'à 300% de luminosité naturelle en plus dans les espaces de travail. C'est-à-dire qu'il n'est plus nécessaire d'allumer la lumière même par temps gris, ni même par temps ensoleillé, puisque on a une répartition et une diffusion et un contrôle de la lumière naturelle omniprésente dans le bâtiment. Et donc,
cet édifice est devenu l'un des édifices modèles en termes de développement durable. Donc c'est un bâtiment qui, on ne le sait peut-être pas, mais est devenu l'un des plus performants qui soit en termes environnementaux. Le bâtiment, lorsque les ventelles sont fermées, reprend sa dimension sculpturale, reprend sa dimension énigmatique, et il s'agit bien là d'un édifice public qui a pour motivation d'être un guide en termes de respect de l'environnement. Et écoute Pierre, je te remercie pour toutes ces explications et puis on va peut-être se retrouver dans une autre émission pour parler d'autres bâtiments faits en collaboration avec le bureau Montois. Eh bien, avec grand plaisir. D'accord, à bientôt alors. Merci.